Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Nous sommes très heureux avec Stéphane d'accueillir à cette tribune Franck Malmin de Riposte et Olivier Labois de Cinétronic pour parler d'un long métrage produit par Miyu, qui est actuellement en fabrication, qui s'appelle Planète au pluriel. C'est le premier long métrage de Momoko Seto, que certains d'entre vous doivent connaître. Momoko, elle est née au Japon, mais elle vit et travaille en France depuis plusieurs années. Elle est diplômée de l'École supérieure des Beaux-Arts de Marseille, et puis elle a poursuivi sa formation au Fresnoy. Elle a ensuite travaillé au CNRS, d'où le lien aussi sans doute pas fortuit avec la science et la manière dont elle a de filmer et d'appréhender des choses animées ou pas. Et elle a d'ailleurs reçu le cristal du CNRS, qui est la plus haute distinction en tant que cinéaste scientifique. Et ensuite, elle a réalisé en parallèle des films plus personnels, dont toute une collection de courts-métrages qui s'appelait déjà Planète, dont Planète Z, Planète Sigma, Planète Infinie, et qui étaient un peu sans doute des premiers pas vers ce long-métrage dont vous êtes venu nous parler ce matin. Donc Planète au pluriel est donc une coproduction franco-belge, avec Etchefi, Miyu Production, U-Media Production, c'est distribué par GBK. Et là, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler des solutions techniques qui ont été mises en place, de l'intégration d'animation dans de la prise de vue réelle, de time-lapse, de petits robots qui filmaient les limaces, et de choses qui arrosaient les plantes sur plusieurs mois, où vous avez regardé des plantes pousser. Voilà, c'est super. Pris des cheveux blancs. Vous avez pris des cheveux blancs, d'accord, très bien. Beaucoup de stress, oui. Vous allez nous raconter tout ça. Je vous laisse maintenant la parole. Tu commences peut-être, Franck ? Ok. Bonjour à tous. Merci Véronique. Merci Stéphane. Je commence par les remerciements, comme ça c'est fait. Merci Patrick Evenot. Merci Marion pour la logistique, parce qu'avec nous c'est pas facile, on est toujours en retard. Je remercie aussi Tanguy de nous avoir donné l'opportunité de travailler sur ce projet de chez Miyu. Et voilà, le CNC également, parce que vous allez voir, pour les solutions techniques, on a eu besoin de fonds, parce qu'il y a beaucoup de recherches. Et la région également, puisqu'on a une partie du studio qui est fait ici, avec des graphistes qui travaillent sur le projet. Donc je vais vous parler du projet Planète, et aussi de pourquoi et comment je me suis retrouvé sur ce projet et ce qu'on a dû mettre en œuvre. Donc moi, je travaille pour une société qui s'appelle Riposte. Et quand Tanguy commençait le projet Planète, il a tout de suite vu qu'il y avait une problématique prise de vue réelle et animation. Et Miyu étant spécialisé sur l'animation, il fallait qu'on collabore un petit peu pour anticiper les problèmes liés au tournage. Donc je vais commencer par vous montrer rapidement une petite bande démo de ce que fait Riposte habituellement, éloigné de l'animation. Et ensuite, on va dérouler sur la partie technique. It's like a bad tree. You want to wake up, but you can't do it. What can we say now?
Voilà. Merci. Donc en fait, on est spécialisé plus sur la partie prise de vue, effets spéciaux, intégration, 3D. Et donc Tanguy me dit, voilà, on va travailler sur un film d'animation sur lequel il y aura de la prise de vue réelle mélangée. Et on a dû un peu déjà connaître l'univers de Momoko, qui avait commencé à faire des images un peu dans sa cuisine. Donc voici les premières images sur lesquelles elle a travaillé, sur des choses qu'elle a fait seule. Voilà un petit peu son laboratoire au départ. Le genre d'image qu'elle arrivait à sortir sur les cristaux de sel. Cristaux de sel, voilà, sur des C'était choses son très projet macro. d'étude, Voilà. où elle a découvert que les cristaux de sel pouvaient monter sur des cordes, ça la faisait magnifique. Voilà. Et du coup, elle a fait ses courts-métrages, comme disait Véronique, plusieurs courts-métrages comme ça, sur les peaux d'orange, sur les moisissures, sur les pousses. Donc c'était de très très belles images, et elle avait le temps de les faire. Et là, après, il fallait qu'elle se lance sur quelque chose d'un peu plus lourd, qui était le long métrage, et raconter une histoire à travers tout ça. On voit encore un petit peu des prémices d'utilisation de robotique. Voilà, bah, c'était son... Bon, c'est pas avec moi qu'elle avait bossé, mais c'est sur les premiers... Et là, je reconnais justement ce travelling où j'ai dû me coltiner, son tout premier travelling un peu pourri. Il fallait absolument qu'il soit dans le film, parce qu'elle l'a payé. Mais on en a fait des plus beaux après. Hein. J'en ai fait des... Voilà. Et donc... progressivement, elle évoluait sur la prise de vue des animaux, des insectes, des plantes, etc. Et ensuite, elle s'est dit, j'ai envie de raconter l'histoire des akens, comme on voit sur l'image, qui vont essayer de survivre sur un monde en transformation, et un monde qui n'existe pas, qui n'est pas forcément sur Terre, mais donc on devait aller tourner beaucoup de matière, d'éléments vivants, à différentes échelles, avec différentes techniques de prise de vue, pour y intégrer ensuite ces personnages. Donc ça, c'est un petit peu la genèse du film, et c'est ce qui l'a inspiré, c'est ce qui lui a inspiré toute cette histoire, cette odyssée, j'ai envie de dire. Et donc, elle a dû commencer par travailler, comme en animation, à définir ses caractères, définir la pose de ses personnages. Donc, le processus avec Miyu, qui maîtrisait ça très bien, s'est fait au fur et à mesure. Et ensuite, elle a déterminé les univers dans lesquels ces personnages allaient évoluer. Donc, elle est passée par un processus de dessin 2D, très 2D, mais qui illustrait à chaque fois les univers entiers. Donc, sur un seul dessin comme ça, elle était capable, dans sa tête, de savoir où elle mettrait les caméras, quels éléments allaient être tournés, comment, etc. Donc, elle a dû traduire tout ça et transmettre à la production. Et nous, on a dû un petit peu décoder ce que ça allait impliquer techniquement derrière. Donc là, par exemple, c'est tout un univers sur une seule image, mais en fait, ça regroupe une quantité de plans phénoménaux. Et donc, on a fait un layout 3D de ce qu'elle avait fait en 2D pour petit à petit anticiper le tournage. Donc, le film, on l'a fait 3 fois, en fait. On a fait un 2D, 3D. Et donc, via ce layout 3D, ces prévisualisations, ça nous a permis de préparer la planification de tournage et déterminer, OK, quelle partie allait être tournée dans la nature, quelle partie allait être tournée dans des bacs, dans des studios ou en plateau. On ne savait pas encore comment on allait faire tout ça. Et dans un des univers, on a un monde glacé, un monde gelé, et elle voulait absolument aller capturer en Islande des décors qui sont en train de disparaître au fur et à mesure que ça chauffe. Et donc, on a aussi un peu anticipé et prévisualisé ça. Et là, ce que vous voyez en violet sont des anémones de mer posées sur des mondes gelés. Donc on était sur des problématiques de différents lieux de tournage à différentes temporalités, qu'il fallait tout ça soit ensuite réintégré ensemble. Donc la 3D nous a surtout servi à la préparation, à la pré-production et planification. On n'a pas forcément gardé la 3D derrière dans le film. Donc on a amélioré petit à petit le layout malgré tout pour préciser un peu les choses. Et on a des séquences avec, pareil, des effets spéciaux. On voit nos akens qui sont censés... Alors, elle nous dit, voilà, là, ils seront dans un canyon que je vais aller filmer dans une rivière, et puis on va remettre nos anémones dessus, etc. Donc, ça devenait de plus en plus complexe. Et ils sont allés en tournage réel avec une équipe réduite le plus possible pour capturer une partie des plates qui serviront au film ensuite. Donc là, c'est le plan de travail de tournage qu'elle improvise au dernier moment, parce que c'est qu'une fois qu'elle est sur site qu'elle peut vraiment déterminer comment toutes les choses vont se faire. Elle nous retransmet ce plan de travail. Donc là, vous voyez à droite, ce sont les caméras
c'est très clair. Donc de ça, il faut se dire comment on va s'en sortir. Voilà. Et ensuite, ils partent tourner. Moi, je suis arrivé un petit peu... Je vous fais l'historique pour que vous compreniez bien. Moi, je suis arrivé juste après le tournage, après ce tournage-là. Donc, j'étais déjà bien engagé. Ils sont partis tourner en Islande au drone, à la Blackmagic, avec des équipements qui leur permettaient de pouvoir faire les prises de vue telles qu'ils aimaient les faire. Et puis ensuite, il y a du cable cam, par exemple. On voit différentes techniques, différentes caméras, différentes vitesses de tournage, différentes conditions d'éclairage ou pas. Voilà, par exemple, ici, au drone, dans des situations un peu complexes. Et ils ont fait des prises comme ça. Et puis ensuite, il fallait que nous, on récupère les éléments qui l'intéressaient. Notamment là, par exemple, c'était plutôt le plafond gelé que le sol en soi. Donc à chaque fois, c'est extirper une partie de l'image. Donc avec des autorisations spéciales pour tourner dans des lieux qui sont un peu protégés aussi. Donc équipe réduite, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut, on doit être autonome, il n'y a pas d'électricité. C'est complexe. Voilà. Et ensuite, une fois que la première partie de prise de vue live a été faite, on a dû planifier et préparer le plateau de tournage. Et comme on savait que le tournage, pour faire pousser des plantes, ça allait prendre du temps, Miyu a réussi à dégoter un château magnifique à Mâcon, château de Rambuteau, exactement. Et donc dans ce château, il y avait une serre, comme on voit là. Là, c'est le chef opérateur. Et donc il y avait une serre et des arbres. Et donc ils nous ont offert un arbre, un peu comme pour la cathédrale. Voilà. Et donc avec cet arbre, on a fabriqué tout le plateau de tournage pour pouvoir, pendant les 9 mois ou 10 mois presque de tournage, prévoir les plateaux sur lesquels on allait faire pousser nos plantes. Donc tout a été fait à la main, petite équipe. Là, on parle à l'heure où on fait des images en IA avec des automations partout. Là, on est vraiment dans l'artisanat craft, au bois, à la main, avec des petits outils. Puis ça donne à peu près quelque chose de ce genre-là. Donc là, des différents dessins de Momoko, on a extirpé les différentes maquettes et on a produit progressivement les environnements de cette planète qui n'existe pas. Donc là, vous voyez l'équipe d'éco, une personne dédiée que pour la gestion des plantes, parce que pendant les 9 mois, il faut les faire pousser, il faut les entretenir, il faut les amener sur le set comme des stars de tournage. Voilà, il faut les préparer, il faut les maquiller. Et ensuite, Momoko vient mettre les petites touches finales pour la mise en scène, avec des petites akènes modélisées pour avoir une sorte de référent. Voilà, donc ici, les complexités des fonds bleus, parce qu'en fait, on tourne beaucoup de choses aussi à high speed caméra, donc ça veut dire, quand on est en high speed caméra, on a besoin de beaucoup de lumière. Donc si on a besoin de beaucoup de lumière, il faudra encore plus de lumière normalement pour les fonds bleus ou les fonds verts. Alors là, en l'occurrence, il a fallu faire sans, ça a été compliqué. Voilà. Il faut laisser de la place aussi à la déco, partout, donc, pour vous donner un ordre d'idée de tout ça. Et puis ces plantes, il faut les arroser, il faut les maintenir, parce que les spots chauffent énormément. Donc il fallait réfléchir à comment on allait faire sur un set qui allait rester en place pendant 3 semaines, des fois 1 mois, 2 mois, pour que l'arrosage se fasse. Donc il y avait beaucoup de choses à imaginer en termes d'automation. Et c'est là où on s'est dit, on doit être accompagné par quelqu'un qui puisse, à travers la planification qu'on va lui donner, un peu automatiser les choses. Voilà. Et donc on prépare les serres, on a une sorte d'éléments où on fait pousser nos petits éléments de décor pour après les mettre sur les vrais sets. Puis quand ça pousse suffisamment, on peut commencer à tourner. Et c'est là qu'intervient Olivier. Voilà. Donc je me présente. Ouais, bonjour à tous. Donc je suis Olivier Labois. Actuellement, je suis fondateur de Cinétronic, jeune société. Mais au préalable, je travaillais chez Sublab. Donc qu'est-ce que je fais actuellement? Qu'est-ce que je fais? C'est que de base, je suis dans un bureau d'études. Donc moi, je ne suis pas dans l'animation. Je suis plutôt un bureau d'études, donc tout ce qui est électronique, donc gestion électronique, informatique, donc ce qu'on appelle plutôt dans l'embarqué, et tout un système comme ça. Alors là-bas, je travaille plutôt pour la publicité, pour les clips vidéo et choses comme ça. Dans la robotique, on en parlera tout à l'heure. Et donc maintenant, à la base, donc, je travaille même d'ailleurs avec Elie, le chef opérateur.
Et tu peux passer. Ouais. Donc, moi, comment Momoko est arrivée, elle est venue avec une problématique, parce que on est en réel, et avoir ce que j'appelais avant une usine à photos, parce que la problématique, donc, c'était de créer 5 installations avec les maquettes comme vous voyez tout à l'heure, mais qu'on devait... Alors, excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai un peu la tête qui tourne. Donc, à la base, voilà, elle voulait faire 5 installations où, sur chacune installation, il y avait 5 appareils photo qui devaient à la fois aussi avoir 5 flashs, qui devaient pouvoir aussi avoir des travelling programmables, donc travelling linéaire, travelling aussi en 3 dimensions, c'est-à-dire avec de la robotique, qu'on montrera tout à l'heure, et de plus, gérer l'arrosage des plantes. Sachant que, de base, on se dit c'est pas si compliqué, mais il faut qu'à chaque fois qu'une photo est prise, donc avec les flashs, ça ne pollue pas le reste des installations. Et aussi, comme on peut voir sur le petit dessin en haut, c'est qu'on doit aussi couper la lumière du soleil. Donc on devait mettre des grands cadres de protection. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'hôtel Mercure, mais vous verrez peut-être si vous avez joué dans votre salle de bain, on a le même système qui permet justement, c'est de manière électrique, c'est des grands cadres qui s'opacifient en une fraction de seconde. Donc en gros, c'est ce qu'on devait faire, c'est qu'on pouvait programmer indépendamment chaque appareil photo, sachant que les flashs étaient à part, donc on est quand même sur des systèmes de synchro qui passent jusqu'au 4 millième, et c'est pas l'appareil photo qui gère, donc même il a fallu trouver des bons appareils photo qui soient capables d'être très réactifs au niveau du trig. Parce qu'il y a des appareils photo, on a beau triguer, ils ne sont pas directs. Et du coup, et en prenant en compte tous les sets d'à côté, pour pas flasher en même temps que... simultanément, il fait que chaque set soit pris séparément, voilà, et qu'ils ne se polluent pas l'un l'autre. Exactement. Et pouvoir programmer à la volée, c'est-à-dire qu'on pourrait enlever un appareil photo, redire on change de temps, quoi, modifier un peu la prise de vue. C'est des prises de vue qui partaient, comme je disais, un peu des fois sur 3-4 jours et des fois sur 3 semaines. Et il y en a certains qui ont pris 2 mois, 3 mois. Voilà, avec le stress que ça pouvait bugger, ce qu'on espère bien. Oui, parce qu'en fait, pardon, mais vous n'étiez pas en permanence sur le tournage. Alors, nous, on est d'accord. Nous, on y était régulièrement quand même, assez souvent. Mais ça veut dire qu'il fallait que tu programmes, Olivier, c'est ça non, là, on le verra après, mais j'ai fait un système simple pour qu'ils puissent programmer eux-mêmes. Momoko, c'est quand même une artiste, c'est normal. Elle arrive, ah non, ça ne me va pas, puis changer l'appareil photo, le remettre à un autre endroit, revoir les tempos. Il fallait que ça soit modifiable, mais programmable. Programmable, et les voisins, après, nous détestaient. Parce que même moi, la première fois que je suis venu sur le set, une fois que c'était déjà installé, je revenais pour autre chose. Je suis arrivé de nuit. Et effectivement, ça flash partout. Partout. Même j'ai cru que je m'étais fait flasher par un... Et je me dis, ah merde, c'est vrai que c'est moi. Mais du coup, à la fin de tournage, j'ai quand même eu des plaintes. Donc voici la fameuse machine. Du coup, voilà l'automation. Donc il nous a programmé une interface, les boîtiers. Il faut savoir, il a tout fait. Hein. J'ai tout fait avec mes petites mains. Voilà. Et, parce qu'on ne va pas industrialiser quelque chose qui doit faire... Donc il y avait 5 boîtiers. Merci d'ailleurs aux imprimantes 3D. Donc, comme vous pouvez voir, sur le boîtier de gauche, donc, plein de connectiques pour les caméras, pour les flashs. D'un autre côté, on peut brancher des travelling motorisés, le watering, l'arrosage. Là, on peut voir dans le logiciel à droite que, justement, en fait, tous les 5 boîtiers étaient branchés en Ethernet. Donc, on peut, en changeant juste d'onglet, on pourrait voir ce qui se passe sur chacun. On peut voir même directement sur le boîtier le tempo. Voilà, ce qui était important, c'est qu'elle avait quand même besoin de voir directement un set quand est-ce qu'il va avoir la prochaine photo. Parce que des fois, elle peut vouloir faire des petites retouches. Ou enlever des insectes, parce qu'ils font leur vie, entre-temps, ils s'installent. Pour se dire, voilà. Donc il faut faire du ménage entre chaque prise. Et puis même des fois, même pour le chef opérateur, c'est qu'il puisse faire, pendant que tout le système tourne, on peut désactiver des caméras, il peut commencer à placer une caméra, faire des shoots de test. Donc du coup, pareil, il faut qu'il regarde si ça ne shoot pas à côté. Il fait des shoots de test hors moment du timelapse, et pour pouvoir refaire ses plans, parce qu'on n'est pas sur des caméras, donc il faut bien prendre des photos à chaque fois. La partie basse, c'est pour gérer certaines choses. Voilà, je vous montrais un petit peu. Donc en fait, la problématique d'obturation de la lumière pour la prise de vue, c'était aussi qu'une fois que les sets sont en place, les plantes doivent rester un peu en vie et en bonne forme. Donc il faut qu'elles prennent la lumière du jour
mais au moment où on fait la prise de vue, il ne faut plus que la lumière du jour vienne polluer la prise de vue réelle. Et donc, ils ont mis ce système qui n'était pas encore disponible à l'hôtel à cette époque. Et donc, ils ont créé ces cadres qu'on a mis pour obstruer toute la lumière du soleil. Voilà. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemblait petit à petit l'acheminement du matériel, des équipements, etc. Et Olivier a travaillé également, là vous le voyez, grâce au CNC, où ils ont fait un dossier pour pouvoir obtenir les aides pour faire ça. C'était vraiment nécessaire pour le coup. Vous allez comprendre pourquoi. Le robot que vous voyez dans cette photo, c'est un robot miniature de ce qu'il fait d'habitude. D'habitude, il a un robot comme ça, mais qui est genre 2 fois plus gros, ou 3 fois peut-être même. 3 fois. Et donc, le gros robot ne pouvait pas rentrer, déjà c'était compliqué de le déplacer, il ne pouvait pas rentrer sur certains sets, et il était trop imposant pour les prises de vue qu'on souhaitait faire. Donc, il a fallu faire un robot réduit, un modèle réduit. Donc, on s'est entraîné avec le gros, et ensuite on a transposé tous les mouvements pour fonctionner sur le petit à petit. Et puis même pour question de sécurité, parce que ça reste quand même des robots dangereux, et que normalement on a un système de sécurité où sur les plateaux on peut le gérer en temps réel, il faut être à côté, sauf que là c'est des robots un robot qui faisait un mouvement pendant 1 mois, donc il n'y a personne qui reste à côté pendant 1 mois, donc j'ai dû quand même programmer à côté, faire un système d'automate pour ceux qui sont dedans, mais qui permet justement de contrôler en continu le robot, qu'il ne fasse pas de conneries, qui ne parte pas dans des vitesses trop folles, qu'il soit sûr à 100% qu'il est sur sa trajectoire, il ne va pas taper dans le décor ou autre. Voilà. Voilà les différents sets. Donc, donc il y avait, par exemple, sur un plateau, on pouvait avoir le mouvement du robot et des appareils photo qui, eux, prenaient en time-lapse d'autres axes qui serviraient pour la même séquence. Voilà, donc ça a été assez compliqué. Là, vous voyez un décor, essayez de vous en rappeler parce que vous allez le voir dans les images que je vais vous montrer après. Donc ça, c'était un décor, justement, un des longs mouvements de caméra assez compliqués. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, vous faites l'arrosage des plantes. Comme toutes nos infrastructures étaient en bois, l'eau, forcément, s'imprègne dans le bois. Et puis alors, du coup, il y a une sorte de vie qui se fait sur le plateau. Le plateau, il se ramollit, il se durcit, ramollit, il durcit. Donc, ça redonne une sorte de côté analogique et vie au plan qui est assez intéressant. Voici le gros robot en question qui a été réduit. Donc, on a fait nos premiers essais et nos premiers tests avec celui-ci. Et ensuite, Olivier a dû reprogrammer le contrôleur parce que ça ne vient pas en kit, on n'achète pas ça sur Internet facilement. C'est un robot industriel de base. Donc, il fait des soudures, celui-là. Il faut tout programmer. Et on allait avoir aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, les akènes étaient dans la rivière, donc on a des plans aussi dans l'eau, notamment pour les anémones. C'est-à-dire que les anémones, dans le film, Momoko voulait que ce soit l'équivalent des arbres à l'extérieur. Donc on a dû tourner des anémones dans des aquariums, les détourer, les remettre ensuite à l'extérieur. On pouvait faire ça en 3D, mais l'objectif du film, c'est de faire tout avec du vivant, tout avec du réel. Donc voilà, on a commencé nos premiers essais de caméras déportées, d'optiques déportées, avec des Laowa qui n'étaient pas encore sortis, mais qui sont sortis pendant la production. On a dû nous s'adapter au fur et à mesure. Faire de la glace qui n'allait pas fondre, donc avec des outils ou des techniques d'SFX plateau, pour faire des stalagmites qui tiennent longtemps, plus de 3 semaines, entre guillemets. Voilà. Donc on a fait pousser nos stalagmites pour pouvoir faire ce genre de plan, au fur et à mesure. Voilà. Avec des grenouilles qu'il va falloir aussi détourer, mettre nos personnages dessus, etc. Il faut les faire jouer aussi, c'est pas évident, elles démarrent pas au tac comme ça. Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. Bon, celui-là était déjà plus là. Celui-là, quand même. Pardon. Voilà, quelques images de making-of. Donc, c'est des animaux, pareil, qui ont été sourcés de manière bien spécifique. Tous les animaux n'étaient pas facilement récupérables, soit en France, soit... même en Europe, hein. Des fois il y a des animaux qui venaient de très très loin. On a filmé des têtards, donc là vous voyez dans l'image il y a tout un gros truc, mais en fait il faut se concentrer en bas à gauche dans le cube, là il y a un tout petit têtard, c'est ça qu'on filme. Tout petit têtard, voilà. Et donc ça, c'est pas facile à filmer, ça fait un peu ce que ça veut, ça fait quand ça veut, ça fait comme ça veut, donc c'était pas simple. Il fallait les faire pousser aussi les têtards. Donc on a commencé par les œufs, parce que même les œufs sont dans le film, donc pareil,
C'est très artistique, vous allez voir. Voilà. Après, on arrive à voir, c'est presque du médical, là, ce stade. Voilà, ça c'est la menthe religieuse qu'on a dans le film. Pareil, elle est venue d'Allemagne en train avec un guide, une sorte de coach. Et, il y a des métiers incroyables. Voilà. Et donc elle devait faire peur aux Akènes, mais les Akènes n'étaient pas sur le plateau, donc elle ne pouvait pas leur faire peur, donc il a fallu un peu l'aider. Elle a voulu prendre en main la prise de vue. Et ça, c'est pas... On a des scolopendres également, c'était sympathique ça aussi. Donc il fallait les garder, les nourrir avant qu'on puisse tourner avec. Puis dans la scène, ils sont censés être nombreux et aller très vite et être très impressionnants, mais en fait ils étaient endormis, ils n'avaient pas envie de bouger. Donc on a dû les faire en multipasse. Voilà, bah pareil, vous voyez, il faut nettoyer les animaux. Donc voilà un peu les sets. Alors là, les spots, ils sont très chauds et ils sont très lumineux. Donc il fallait arroser les animaux, mettre de l'eau, etc., jusqu'à ce qu'on ait la prise qui... Alors voilà, des fois on a des belles choses, mais c'est très long en fait. Et alors il y a quand même les 4 héros, n'est-ce pas? Oui, absolument. Qui sont en animation. Tout ça, c'est un petit peu les protagonistes externes. Et puis on a 4 Akènes, mais ces 4 Akènes, eux, sont en animation. Voilà. Donc ils seront censés être souvent à dos de limaces, comme vous pouvez le constater. Très bien. Donc ça, c'est pareil, ce sont des limaces qu'on a filmées sur site. Des fois sur fond bleu, parce qu'on devait les remettre dans d'autres environnements. Donc vous allez voir un peu. Il y a un accouplement de limaces. Je n'aime pas que ça ait été possible. Voilà. Donc j'ai appris plein de choses aussi. Ils sont allés aussi tourner au Japon, dans des endroits très particuliers. Donc il a fallu qu'Olivier crée une sorte de studio transportable. Voilà, miniature. Voilà, on peut voir le petit boîtier qui est là, effectivement, qui permettait... Alors, ce que vous voyez même en haut, c'est une lampe, un flash extrêmement puissant qu'on a même créé nous-mêmes, en fait, à partir d'une LED. Et le principe là, c'était justement de pouvoir... en fait, c'est du high speed, donc on n'avait pas balancé la lumière tout le temps à pleine puissance. Donc en fait, juste avec un peu de lumière, on pouvait quand même voir, et on faisait de la détection d'image au moment où ça passait dans le champ. Et à ce moment-là, on lançait la lumière, qui est très très forte, très chaude, pendant juste une seconde. Mais en high speed, ça dure très longtemps. En fait, on a un détecteur d'insectes, et puis ça capture au moment où il arrive dans le plan, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pas simple. Et pareil, il fallait des fois aussi... Pour trouver les insectes, il a fallu aller déterrer d'autres éléments qui pouvaient leur permettre de jouer ou d'être en forme, etc. Donc, des fois, c'était de la bouse de vache, des fois, c'était... Donc, on a dû gérer un petit peu l'intendance de tout ça. Des papillons spécifiques. Donc là, justement, Élie, le chef opérateur... Et là, ils n'étaient que tous les deux, donc il n'y avait pas d'équipe lourde, il pouvait pas... Donc il a dû gérer les bousses de vache lui-même, le chef opérateur. Voilà, il a trouvé le seul ingrédient qui permettait d'attirer les insectes qu'on souhaitait filmer. Alors après, ils sont dans des forêts, dans des lieux. Et donc là, ils trouvent des champignons très intéressants qu'on devra aussi réintégrer dans les décors maquettes qu'on a filmés avant. Donc d'ailleurs, ce n'est pas des champignons, ce sont des fleurs. Je vais me faire corriger. Voilà. Et il se trouve que ces fleurs s'orientent en fonction de la lumière, donc ça leur donne une sorte de vie. Il a fallu capturer la vie de tout ça. Alors, comme je disais, ils ont tourné pas mal de choses un petit peu avant notre arrivée, notamment en Islande. Et donc, pour nous, elle nous dit, voilà, dans un plan comme celui-ci, j'aimerais que ma limace soit à l'échelle d'un cheval et que sur ce cheval, il y ait nos akènes dessus. Donc, elle tourne son plan live, tel quel. Ensuite, avec le même drone, elle nous a fait des prises de vue du lieu, du site. Grâce à ces prises de vue du site, on a fait toutes les photogrammétries pour recréer les décors, en tout cas les volumes du décor, du moins. Et une fois qu'on avait le volume du décor modélisé, on a imprimé notre 3D pour avoir des supports de tournage pour les limaces. Donc en haut à gauche, vous voyez un petit peu l'objectif de la réalisatrice. Je veux que ma limace soit là, mais ce sera la vraie limace, ce ne sera pas une limace en 3D, ça aurait été trop simple. Donc il faut que ça soit la vraie limace. On tourne donc sur nos maquettes. On imprime en 3D nos décors. On met notre limace dessus. Une fois qu'on a mis la limace et qu'elle a bien voulu tourner ce qu'on lui a demandé de faire à peu près, on traque la surface de la limace en 3D pour essayer d'obtenir son mouvement.
Donc là aussi, c'est très compliqué parce que la surface bouge toujours, ça glisse de partout. Il y a des gens dans la salle qui auraient pu nous aider. Vraiment, ça n'aurait pas été de trop. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'on est retourné. Alors là, on n'a pas encore les persos parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore l'animation faite, mais il y aura les personnages sur cette limace. Ensuite, on a les anémones. Donc ça aussi, les anémones, c'était compliqué. Heureusement qu'Olivier était là, parce qu'on nous arrivé plein de surprises. Je dirais que les limaces, on s'est un peu entraîné aussi. Voilà. Donc là, on a les akens qui sont dans une sorte de cascade. C'est le plan un peu action du film. Ils sont poursuivis, ils sont dans la cascade, il y a de l'eau partout, il y a des anémones comme arbres à l'extérieur. C'est un vrai film d'aventure. Hein, c'est un vrai film d'aventure. Oui, c'est un film d'aventure. Là, vous voyez les têtards, par exemple. Ben, à ce stade-là, en layout, on peut tout faire. C'est intéressant. Puis après, c'est plus compliqué. Après, c'est là où ça se gâte. C'est ça. Donc, il y a les têtards qui observent tout ça avec toute une direction acteur. Donc, pareil, ils sont allés tourner avec des drones, la rivière, tout le lieu, dans un magnifique décor. On a fait des prises de vue en drone pour la problématique de reconstruction uniquement. Donc on a fait la photomodeling, le tracking, photomodeling. Voilà. Donc reconstitution de l'environnement. Et une fois que l'environnement 3D est à peu près reconstitué, ça nous permet de savoir sur quoi on va ensuite reposer nos éléments et surtout faire la translation du mouvement de caméra. C'est-à-dire que quand ils ont tourné au drone dans cette rivière, il a fallu qu'on traque le mouvement de caméra du drone, qu'on prenne sa trajectoire, qu'on change l'échelle et qu'on puisse l'adapter au bras du robot d'Olivier, qui faisait la prise de vue, non pas avec une caméra similaire, mais avec une sorte de périscope à 45 degrés. Donc le mouvement de caméra en question, il fallait aussi faire une rotation dessus. C'était l'enfer. C'était juste l'enfer. Donc là, on est chez Olivier, on essaye de planifier ce qui va se passer quand on ira tourner au CNRS, parce que l'aquarium, c'est au CNRS en l'occurrence. Tout à fait. Et surtout que là, on était en train de faire nos premiers tests pour voir à peu près sur quelle taille fallait scaler, trouver des solutions surtout pour placer les anémones. Parce que normalement, moi j'ai déjà bossé avec directement de la 3D, sauf que là on est sur du vrai plan. Ça veut dire que si on place mal l'anémone, on est obligé de tourner pour voir les glissements. Donc, normalement en 3D, on peut bouger la caméra, on tourne autour, on a un retour. Là, il n'y a pas de retour. On n'a pas de retour, on n'a que la vidéo. Donc, et justement, trouver une solution. D'ailleurs, c'était déjà la première problématique sur un plan qu'on avait fait avec une limace, où je me rappelle, c'était pas prévu de base qu'on fasse ce plan-là. On s'est retrouvé à discuter au milieu de midi, trouver une solution, parce que on pensait bien placer, et quoi qu'il arrive. Il faut savoir que surtout ce plan-là, la limace, elle était à la hauteur de la falaise, quoi. Oui. On avait un rapport 2000, quoi. Si on plaçait mal de 1 mm, c'est comme si dans le plan final, on avait 10 mètres, on avait bougé d'1 mètre. Donc ça peut être visuellement beau d'en face, mais dès qu'on commence à bouger, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc c'est là qu'on a trouvé une petite solution. On se dit mais quelle est la meilleure manière de placer quelque chose dans l'espace, parce qu'on n'est pas dans la 3D. C'est le robot, lui, il sait où sont les choses. Et donc en fait, c'est qu'on a eu l'idée que Franck me fasse des exports du placement des anémones. Et que moi, bêtement, avec le robot, avec l'optique, on fait pas se pareil quand même, j'allais placer exactement le bout de l'optique à l'endroit où on devait mettre l'anémone, un peu au-dessus quand même pour pas taper. Et du coup, on s'amusait comme ça. Et après, voilà, c'est avec ce faux aquarium. Et après, on testait en mettant je sais plus ce qu'on avait, des bouchons. On avait des bouchons, donc ça simulait. Donc ça nous a permis de savoir dans l'espace où on devait pour reconstituer notre décor. Ouais. Ensuite, avec tout ce truc qu'on a fait à Paris, il fallait que ça marche une fois qu'on serait à Roscoff, au CNRS, dans leur aquarium. On envoyait des gens plonger, chercher les anémones des vrais dans la mer, bien spécifiques. Ils sont allés chercher les anémones. Ils ont fait une sorte de cueillette. Heureusement, ce n'est pas nous qui sommes occupés de ça. Et Momoko, ensuite, a fait sa mise en place, un peu tout ce qui était périphérie. Et ensuite, avec le robot, comme on a dit, on a mis nos anémones bien spécifiquement à des endroits qui allaient permettre de tourner. On a rempli l'aquarium d'eau, de mer, ce qui est recyclé. Donc ça, c'était très compliqué. C'est de l'eau salée à une température bien spécifique, etc. En circuit fermé. Et puis, on a préparé le robot. On a mis le
l'AOA dessus. Donc le l'AOA, c'est cette optique à 45 degrés en périscope qui permet d'aller dans l'eau sans mettre le corps de la caméra. Celle-là, c'est pas celle en périscope. Mais, Mais on peut déjà parler, celui-là, je voyais nos problématiques, justement, en arrivant, parce qu'on a beau tout prévoir, tout calculer à l'avance, et au final, juste une petite merde, l'optique qui prend l'eau, et ça peut planter tout un tournage. Voilà, parce que les optiques en question étaient censées être étanches. On en avait deux, au cas où il y a un problème. On met la première, on la met dans l'eau, l'optique prend l'eau. Donc tout d'un coup, il y avait une sorte de niveau d'eau dans l'image, rien à voir. Donc on change l'optique, la deuxième optique prend l'eau également. Donc là on se dit, bon finalement elles ne sont pas étanches, tout court. On fait venir une troisième optique par le train, parce qu'en fait on n'avait que 4 jours sur le site pour pouvoir faire tout ça. Donc on fait venir une autre optique de Paris, mais cette fois-ci on se dit, il va falloir qu'on trouve un moyen de la protéger. Et là, on parle, il est 23h, on tourne le lendemain matin à 8h. Donc avec Olivier, il se met la branle-balle combat, tout le monde part dans ses solutions. Le chef-op qui est plus mécano, il commence à sortir des tuyaux, des machins, donc j'y croyais pas trop. Et là, Momoko qui me dit, avec un grand sourire, j'ai cru voir dans le bâtiment une imprimante 3D. J'ai fait, let's go. J'ai dû modéliser 2 scaphandres, parce que sachant qu'il y avait 2 optiques, alors là c'est la plus moche en plus, c'est bête. Je l'ai fait vraiment rapidement, et il y en a une autre pour justement la version périscope. Et heureusement qu'ils sont très sympas dans le lieu, on les a fait venir, parce que pareil, on pouvait pas, il était 23h, il n'y avait plus personne dans le bâtiment, on n'avait pas utilisé leur imprimante sans leur dire. Sauf qu'on était quand même gênés, parce qu'on a quand même un problème, parce que moi j'ai beau imprimer avec du plastique, il faut quand même du verre. Ouais. Et du coup, on m'a dit, on est un laboratoire. C'est un laboratoire, nous avons des microscopes, et du coup, les petites lamelles en verre, qu'ils n'utilisent même d'ailleurs plus, parce qu'avec leur nouveau, ils n'en ont même plus besoin, ils nous ont sorti un gros carton, faites-vous plaisir. Et du coup, on a dû effectivement imprimer pendant la nuit. Et on a sauvé les plans comme ça, en faisant cette chaussette d'optique improvisée qui nous a bien servi pendant 2 jours, et qui n'a pas pris l'eau. Mais qui prenait quand même le sel. Ah non, le sel, ça va. Mais on était obligé de toujours envoyer de l'air dedans. Oui, s'il y a de la buée. Il y avait de la buée en continu. Donc voilà. Et puis alors, entre-temps, les anémones, elles se font plaisir. Du coup, les anémones, dans l'eau, elles génèrent des fibres. Alors, entre chaque prise, il faut nettoyer l'eau, nettoyer les fibres. Sinon, on le fera en post-prod, mais on essaie de faire le moins possible. Pour après, progressivement, mettre en place nos anémones sur les décors. Et donc, ensuite, vient le travail de compositing. Donc, par exemple, dans un décor comme celui-là, on garde le sol, on enlève le ciel sera remplacé. Et on crée nos personnages en 3D. Donc, on a commencé à faire la modélisation des personnages. Pardon, excusez-moi. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et du coup, référence pour les personnages, modélisation des personnages. Et puis, on a confié ça à Guyonne Leroy, qui est en Belgique et qui était la directrice d'animation sur les personnages. Et donc, il a fallu aussi pour ces personnages et pour donner un brief, parce qu'il n'y a pas de parole, ils ne parlent pas, ils font que bouger. Donc, on a commencé à faire les premiers tests de mouvement pour voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Voilà, donc ça c'est quelques petits accrochages, quelques prises, c'était juste pour avoir un petit guide. Et ensuite sur les intentions réelles, donc ça c'est Guyonne, je peux vous laisser. Déjà j'étais convaincue par l'univers qui est vraiment un peu mystérieux comme ça et très, très particulier. Et donc l'idée d'intégrer des petits personnages en 3D dans un univers aussi intriguant, je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant en fait. De donner vie à des personnages qui appartiennent au monde végétal et qui sont très simples visuellement, avec juste un petit bâton et des graines de pissenlit, mais de les rendre vivants, de faire passer de l'émotion via ces personnages, de les caractériser, de leur donner une âme, une personnalité. Et donc là, pour moi, c'est là qu'est le challenge, c'est là qu'est la difficulté pour nous, l'équipe, parce que tout se passe via les rythmes de l'animation, via le timing, via les détails, les mini-détails. Et c'est pas du tout facile, et c'est un très beau défi, je trouve. Voilà, vous allez voir les détails dont elle parle, notamment les détails, c'est la direction d'acteur. Parce que sur ce film, Momoko elle avait une idée assez précise de ce qu'elle voulait faire aux Aken. Donc pour que cette information passe, on a tourné des références avec des acteurs, des mimes, des danseurs, des gens qui ont joué les Aken avant qu'on les tourne.
Donc là, vous voyez en bas la scène 3D, mais ça a été traduit de l'interprétation corporelle de ces personnes. Donc on a tout un tas de séquences du film qui sont un peu jouées comme ça, en référence, pour pouvoir donner ça comme guide aux acteurs, aux animateurs qui font les acteurs. Voilà. En gros, le cheminement du film, c'était assez marrant. Enfin, au départ, on s'est dit, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à interpréter? Mais c'est assez crédible. Ça marche plutôt bien. Alors, regardez ça, c'est magnifique. C'est vrai que se dire, je suis une Aken. Voilà. Ça permet d'envisager aussi une version live ou théâtrale du projet. Je pense que... Voilà. Et il y a une partie musicale, parce que en fait, sur ce projet, tout est analogique, tout est réel. C'est un peu l'objectif, c'est quand même de capter le réel le plus possible. Donc pour la recherche musicale, c'est pareil, on travaille avec une équipe qui va, Nicolas Becker notamment, qui est un très 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 grand sound designer, et avec Quentin Sirjac, et donc ils sont en train de travailler en ce moment sur la musique, le bruitage, donner vie aux personnages avec le son. En fait, la question que tu nous proposes de résoudre, c'est comment faire marcher une expérimentation sonore avec un orchestre classique. Voilà. Que du réel, tout en vrai, pas de synthé. Peu. Mais tu vois, c'est drôle parce qu'on parlait de la tonalité plus grave, plus aiguë. Là, je trouve qu'il est juste. Il y a une tonalité juste des œufs de tétard. C'est fou, hein, on l'entend, en le voyant, tu dis, ah bah c'est bien, ça colle bien. Alors ça n'existe pas. Donc la tonalité juste des œufs de tétard. Voilà. Ça vous donne une idée un petit peu de l'envergure de la réalité du projet. Alors tous les outils, les outils musicaux, tous les instruments, des instruments que je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait, tout ça. On a découvert pas mal de choses. Je vais vous montrer maintenant quelques images. Alors les images que vous allez voir sont des whips qui datent d'il y a quelques temps. Le film, normalement, là où on en est, on devrait, si tout va bien, finir en février-mars. Là, ce sont des choses qui datent de l'année dernière en preview, mais ça va donner déjà une petite idée de à quoi ça va ressembler. Peut-être baisser la lumière et le son. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il vous plaît? Merci. En fait, si je peux me permettre, le propos, c'est la Terre a été détruite et ils cherchent un nouvel endroit pour vivre, en fait. Et, voilà. Voilà, ça c'est le plan que vous avez vu tout à l'heure avec le robot. Et comme vous voyez, les plantes vivent. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir l'évolution des plantes pendant l'animation. C'est beaucoup lié à l'arrosage et leur croissance. Là, on parle sur des semaines et des semaines de prise de vue. Là.
en fait, il y a un choix du dosage. Qu'est-ce qu'on enlève des problèmes de tournage et qu'est-ce qu'on laisse pour garder quand même le côté réaliste. Ce sont des radis. Des navets. Ah, mince. Ah, c'est ça. Nous, on les appelle les radis aussi, mais à chaque fois, on se fait reprendre par Momoko. Ce sont des navets. Il faudra rebaptiser la cérémonie. Voilà, donc merci. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Il nous reste encore quelques minutes, mais on va peut-être passer la parole à la salle. Oui, juste avant, est-ce que tu veux bien nous parler du pipeline et des outils que vous avez utilisés en animation? Alors, on a utilisé en animation, ils sont sur Maya, en Belgique essentiellement, donc tous les animateurs travaillent sur Maya. Nous, pour toute la prépa, pareil, la prévise, on l'a fait aussi sur Maya. En interne, chez Riposte, on a travaillé Maya et Blender. Moi, j'ai un peu essayé de mettre du Blender un peu à toute la sauce, surtout quand on est allé faire le track, le tournage et tout ça. Et puis, en termes d'outils de tracking, on est sur un outil spécial qui s'appelle Cerebro, mais qui est juste pour ce projet-là. Mais en l'occurrence, ça pourrait être suivi sur n'importe quel autre outil. Il n'y a pas de challenge là-dessus, vraiment. Il y a eu beaucoup des softs que tu as développés pour toute la partie robotique. Donc ça, c'est du maison. On fait maison, effectivement. Voilà. Plus réfléchi. On a dû retoucher légèrement, justement, pour ce tournage-là. Parce que nous, c'est plus fait pour faire du vrai live. Moi, comme je dis, je suis plus dans la publicité ou pour faire des clips vidéo. On est dans la création. Bon, en même temps, c'est un peu le cas avec Momoko, quand même. Oui. D'ailleurs, la manière de travailler avec le robot, c'est qu'on crée le mouvement de manière normale. Et après, on redécoupait le mouvement pour les timelapses. Donc, j'ai juste lui demandé, tu veux combien de photos? Elle a trouvé ça d'ailleurs bizarre. Je fais, moi, j'ai une tempo, moi, c'est pas juste rester sur un appareil photo. Par contre, on a utilisé Resolve pour tout ce qui est montage, récupération des datas, parce que ça permettait de rentrer tous les formats de caméras différents. Il y en a beaucoup de caméras différentes. On a tourné avec de la Blackmagic, de la Phantom, des appareils photo. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont fait des photos Sony aussi, on avait pris des Sony, on avait les DJI pour la partie drone. Donc on avait tellement de formats différents, de sources différentes, de framerate différents, tous les framerates étaient différents. On a exporté tout ça, on est passé en A6 pour le color space, donc tout le color space des images est passé en A6. On fait la compo sur Nuke pour le compositing des images. Est-ce qu'on a d'autres compliqués? On a beaucoup de stockage. Là, ce film, c'est à peu près 600 Tera de data. Donc, c'est monumental. On utilise du LTO pour tout ce qui est LTO aussi. C'est 8 parce qu'ils ont eu le temps de changer de format d'LTO entre-temps. Donc, pour le stockage également, l'archivage. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de précis? Non, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Oui, c'est déjà pas mal, oui. Alors, avant de passer la parole, je voulais juste lire une phrase de Momoko Seto. Alors, le projet a eu le prix spécial de la Fondation Gann. Et donc, elle a déclaré dans une interview « Il faut être un peu folle et fou pour croire à un film qui nous transporte dans la tige d'un Akhen de pissenlit afin de vivre des aventures à la Indiana Jones. » Mais je pense qu'il faut être un peu fou aussi pour se lancer dans un projet non comme ça. Ouais, hein, voilà. Okay. Je pense qu'il est assez fou, lui. Oui, ok, d'accord. Toi, non, tu es tout à fait raisonnable, toi. Non, moi, je suis très raisonnable. Okay. Au contraire, on est là pour l'art. On est là pour s'amuser. Et puis Momoko vient avec ses yeux tout pétillants à nous vendre son monde
on dit bah on y va quoi. Ouais. Bon, des fois il faut la recadrer en disant ouais non. Mais après, elle nous recadre quand même, parce qu'on lui dit on peut pas le faire, il trouve un moyen de le faire quand même. Donc il y a. On a cru comprendre, oui. C'est ça, ouais. Mais c'est suivre une artiste comme ça, je trouve que c'est vraiment bien. Moi, j'ai présenté un peu le travail qu'on a fait à l'international. Les gens à l'international, ils se disent mais il n'y a qu'en France on est capable de produire un film comme ça. Ça, c'est vrai que grâce au CNC, aux aides, on a très peu. On a eu la chance que des projets comme ça puissent voir le jour, que des artistes puissent s'exprimer sur des sujets comme ça. C'est sûr que il n'y a pas de voix d'artistes connus, il n'y a pas tout ça. Mais en l'occurrence, j'ai eu de la chance, je suis revenu en France il n'y a pas longtemps et j'ai travaillé sur ça et sur Flow. Et donc sur Flow, pareil. C'est pas mal. Et je trouve que ça marche très très bien. Et puis c'est intéressant de revenir à des petites équipes. On n'était pas forcément très nombreux, ça a pris surtout beaucoup de temps. Et je pense qu'il faut prendre le temps de le faire, prendre le temps de bien le finir le plus possible. Bon, il y a les réalités, on est un petit peu confronté à ça. Mais c'est vrai qu'en rapport d'échelle, sur un film comme ça, on est en train d'essayer de garder ça dans une post-production traditionnelle, alors qu'en fait, on devrait peut-être avoir un petit peu plus de temps, mais on va y arriver. Si tout va bien, on sera à Cannes, ou à Annecy, on verra. Avec les limaces, tout ça, là, elles sont déjà en train de se préparer physiquement, tout ça. Ouais, c'est ça, surtout pour les interviews, ça va être sympathique. Ouais, ça on va va être les bien. préparer. Ça, il y a des amis journalistes dans la salle, Voilà. ils se débrouilleront. Merci encore à tous les deux, franchement, et Bah, bravo à merci ceux vous, qui ont pris le pari de faire ce projet fou. Des questions dans la salle. Bonjour, alors je suis Sébastien Rossi de Gaumont Animation. Moi j'ai une question assez pragmatique. En termes de budget total sur ce film-là et de temps de fabrication et de quantité d'équipe du coup, est-ce que vous avez ces informations? Est-ce qu'on a des infos? Il faudrait demander à Tanguy qui est dans la salle, qui est producteur, et qui gère les chiffres et qui gère le planning. Je ne sais pas, Tanguy, j'ai le droit de répondre, je redonner des approximations. Il est où, Tanguy? Je peux? Oui, on n'a pas assez d'argent. Voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent nous aider... Alors Tanguy vient de dire on n'a pas assez d'argent. Non, en gros, il y a eu 4 millions d'euros, je crois, le budget total du film. Le temps de fabrication, ça a pris presque 4 ans maintenant, pour mettre ça en place. Il y a eu 9 mois de tournage. Là, on parle de la partie tournage entre l'Islande et ce qu'on a fait au château de Rambuteau. Et ensuite, il y a la partie fabrication d'animation. Bien sûr, la fabrication d'animation, ce n'était pas si long que ça. C'est 8 mois maximum, 6-8 mois. Pour la post-production, on va dire qu'on aura mis presque 1 an et demi sur la totalité. Mais je dirais que voilà, c'est des films pour lesquels finalement l'argent, il en a fallu, mais c'est une petite équipe, donc c'était assez plus facile à gérer, je pense, que sur des grosses équipes, etc. Donc on essaie de s'adapter par rapport à ça. Merci encore infiniment. Merci. Merci.